Bienvenue dans ce webinaire organisé par Altanova sur le thème de la surveillance d'actifs HTA-BT. Il est ici question de maintenance prévisionnelle et non de maintenance corrective ni systémique. Le principe de la maintenance prévisionnelle est de pouvoir identifier tous les signes précurseurs de dégradation qui vont annoncer la défaillance. Les objectifs sont multiples. Réduire les dépenses d'exploitation liées aux maintenances systémiques, comme par exemple des inspections visuelles, des thermographies infrarouges, des contrôles, des tests de tout type. Également, avoir le confort d'être informé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de signes précurseurs et de leur évolution. Permettre d'organiser et de rationaliser plus facilement les opérations de maintenance, mais également prolonger la durée de vie de ces équipements. Et donc, à long terme, de mieux étaler ces dépenses d'investissement de nouveaux matériels. Les actifs électriques sont sujets à des échauffements, une dégradation du système d'isolation due aux conditions de surcharge, corrosion, connexion desserrée et aux conditions environnementales. En résumé, 4 grands facteurs sources de panne: la température, l'électrique, les conditions ambiantes et également des facteurs mécaniques. Et la plupart des pannes peuvent être anticipées par le suivi de 3 paramètres: la température, la décharge partielle et l'humidité. Ce sont les 3 mesures les plus importantes pour indiquer l'état de ces actifs et le risque de défaillance. Ainsi, avant d'arriver à une défaillance, il arrive une réaction en chaîne de problèmes. En surveillant ces 3 aspects, on souhaite être proactif et se placer le plus en amont de toutes les causes possibles de défaillance, au contraire d'attendre que des problèmes arrivent et de payer en temps et en matériel les conséquences que cela peut avoir. Il faut bien comprendre que ces 3 paramètres de température, humidité, décharge partielle ne sont pas et ne proviennent pas nécessairement de 3 sources de défauts distincts. Elles peuvent être la cause profonde d'un défaut, comme par exemple dans le cas de l'humidité. Elles peuvent être la conséquence, un échauffement peut être la conséquence d'une connexion desserrée. Elles peuvent être corrélées, une décharge partielle pourrait être la conséquence d'un échauffement, qui peut être dû à notre exemple de connexion desserrée, ou dissociées, un problème d'isolation qui engendre des décharges partielles et qui conduit finalement à l'amorçage. En plus d'être des symptômes de défaut, elles sont également des facteurs de détérioration aggravants, d'où l'importance de les suivre afin d'anticiper la défaillance qui risque de se produire. Enfin, selon le type d'occurrence de défaut, elles ne sont pas indiquées pour toutes les applications. Par exemple, les décharges partielles, dans le cadre de notre sujet des actifs HTA-BT, ne sera indiquée que pour la surveillance des systèmes en moyenne tension. Nous verrons tout ceci après. Alors, la température et l'humidité, ce sont des concepts universellement compris, tout comme leur effet sur les équipements électriques. Face à des températures élevées, le cuivre peut s'oxyder et l'actif vieillit généralement à un rythme accéléré. Pour la température, les normes CEI définissent des températures de fonctionnement sûres pour différentes classes d'équipements électriques. Ces normes peuvent être utilisées pour définir des seuils d'avertissement et d'alarme. De même, l'humidité et la condensation sont connues pour réduire la rigidité diélectrique d'un milieu, ce qui cause notamment des décharges partielles. Si l'air est parfaitement sec, le taux d'humidité sera de 0%. Et si l'air est saturé, ce taux sera de 100%. Au-delà, l'eau précipitera sous forme liquide. Donc, que ce soit la température ou l'humidité, on définira des seuils d'avertissement et d'alarme dans un système de surveillance continue. Et il est facile de comprendre qu'un avertissement ou une alarme correspondant à des valeurs élevées indique un état indésirable de l'actif lui-même et qu'il faut agir. On en vient à la décharge partielle, couramment abrégée DP. C'est un élément clé parmi ces 3 indicateurs. Elle est aussi probablement la moins bien comprise. C'est pourquoi nous allons un peu plus nous attarder dessus pour expliquer de quoi il s'agit. La décharge partielle est corrélée à la dégradation et au vieillissement de l'isolant. En surveillant les décharges partielles, vous surveillez l'état du système d'isolation de l'actif électrique. Donc là, nous avons la définition selon la norme CEI 60-270. Donc une décharge partielle, c'est une décharge électrique localisée qui court-circuite partiellement l'intervalle isolant séparant des conducteurs. Voici le cas un système électrique composé d'une électrode haute tension, une électrode
basse tension, et entre deux, vous avez votre système d'isolation. Et vous pouvez imaginer ce que vous voulez, c'est-à-dire l'électrode achetée, ça peut être le conducteur d'un câble, l'enroulement primaire d'un transformateur, une barre conductrice. L'électrode BT, ça peut être la terre, un autre enroulement du transformateur, une autre barre conductrice du jeu de barres. Quant à l'isolant, eh bien, ça peut être solide, comme des isolateurs en polymère, en porcelaine, de la cellulose ou de la résine époxy, du liquide, comme de l'huile dans les transformateurs ou les boîtes à câbles, ou enfin gazeux. En appliquant une tension, vous avez un champ électrique qui va apparaître dans le système d'isolation. Et tout système d'isolation, s'il est bien fait, est prévu pour tenir jusqu'à une certaine tension entre deux électrodes. Au-delà de cette tension de claquage, un arc électrique se forme et court-circuite l'isolant. Si maintenant on introduit des micro-défauts, c'est ce que vous voyez apparaître ici. Ça peut être des micro-fissures, ça peut être des décollements, des particules, des dilatations de l'isolant, de l'humidité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, localement, la rigidité diélectrique est fortement réduite, c'est-à-dire sa capacité à tenir une tension. Et dès que le champ électrique devient plus important que la limite de la rigidité diélectrique du milieu, des décharges partielles vont se produire. Ces dP se développent typiquement dans les cavités d'air ou à la surface d'isolant en raison de défauts ou du vieillissement du système d'isolation. Pour donner un ordre de grandeur, en présence de cavités d'air dans un isolant solide, les décharges partielles se produisent à partir de 3 kV. Pour être clair, les dP ne doivent être suivis que pour des applications de moyenne ou haute tension. En moyenne tension, typiquement, on va les suivre dans les cellules, les câbles, les transformateurs ou les jeux de barres. Donc, les dP sont corrélés au vieillissement de l'isolant. Elles sont à la fois une cause et une conséquence de la dégradation. Alors, pourquoi une conséquence? C'est bien parce que ce sont les chocs subis par l'isolant, thermiques, mécaniques, électriques, qui finissent par provoquer son activité. Et elles sont également la cause, car ces décharges, par leur impulsion, vont continuer à accélérer la dégradation de cet isolant. Il est donc important de suivre les décharges partielles pour anticiper la dégradation de son système d'isolation. Et un dégât est vite arrivé, une surtension, des dilatations dues à des cycles de charge thermique importants, ou encore à des maintenances qui peuvent être source de défauts. Un exemple, un couple de serrage trop important, qui peut abîmer un joint torique ou fissurer l'époxy d'un isolateur, ce qui peut provoquer l'apparition de décharges partielles. Et l'apparition de décharges partielles va alimenter une dégradation continue de l'isolation. Ce qui n'est pas prévisible, c'est la vitesse à laquelle cette dégradation aura lieu. Tantôt, cela prendra des années, voire plus de 10 ans, tantôt cela prendra quelques mois. C'est un phénomène lent qui le rend d'autant plus intéressant pour un suivi en maintenance prévisionnelle. On en vient au concept qu'on veut introduire ici, c'est celui de la tendance. À la différence de l'humidité et de la température, ce n'est pas une valeur seuil finalement qu'on va suivre, mais ça va être une tendance de dégradation. Et quand cette tendance deviendra exponentielle, eh bien, il y aura danger pour son système. On en vient aux applications. Ce type de système de surveillance continue s'applique à tout type d'actifs isolés à l'air et cloisonnés jusqu'à 40 kV. Donc, à partir du moment où vous avez une enveloppe métallique, vous pourrez suivre ces différents paramètres critiques dans l'ensemble des actifs. Donc, ça peut être des postes, des tableaux, des ganabars, des transformateurs, des MCC. Le champ d'action est relativement vaste. La solution la plus courante aujourd'hui est de réaliser des essais périodiques. Par exemple, à l'aide de thermographie infrarouge au niveau de fenêtres d'inspection. Et cela demande à envoyer du personnel sur place et espérer pouvoir repérer un défaut, un point chaud, ce qui n'est pas toujours évident d'être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Là où un diagnostic peut être établi une fois de temps en temps, eh bien, un système de surveillance envoie, lui, constamment les mesures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Donc, on a des mails, on a des SMS pour alerter de phénomènes anormaux, de manière à ce qu'une maintenance appropriée et localisée puisse être planifiée à moindre coût. Et ce n'est pas une question de maintenance seulement, mais c'est aussi une question pour alerter instantanément de ce qui se passe. Les corrélations peuvent se faire immédiatement. Par exemple, une surtension verra l'apparition de décharges partielles. Le système informera de valeurs de température élevées si un processus industriel tire trop en courant sur le réseau. Donc, ça permet également d'alerter un exploitant, un opérateur, sur ce qui se passe si jamais on tire trop sur son installation, sur son réseau. Donc, cette maintenance conditionnelle, elle permet à la fois d'avoir une sécurité élevée dans son installation de capteurs. Ce sont des capteurs, notamment pour la température, qui sont sans fil et directement montés sur les points critiques. Ce sont des solutions qui sont sans maintenance, c'est l'objectif. On ne veut pas les changer tous les 4 matins. Donc, des capteurs passifs avec des durées de vie de plus de 20 ans. Une facilité dans l'installation et également conçu pour être installé dans des environnements bien sûr rigoureux. On en vient à ce stade-là à une première question. Donc, on va vous lancer un petit sondage que je vous lance maintenant. Donc, à savoir, l'apparition d'une décharge partielle dépend des surintensités et des défauts dans l'isolation, des défauts seuls dans l'isolation, ou enfin de la tension et de la rigidité diélectrique. On va vous donner une quinzaine de secondes. Donc, vous voyez que c'est très partagé entre les résultats. C'est vrai que c'est un peu piégeux. On peut penser que les courants sont la cause de décharges partielles, mais en réalité, les décharges partielles ne dépendent pas de l'intensité. Les décharges partielles sont dues à la tension. C'est la tension qui va générer le défaut. Donc, que le courant soit nul ou nominal, les décharges partielles seront toujours présentes. C'est là où ça peut être aussi intéressant, et c'est une notion que quelque part je voulais vous introduire. C'est pas parce que vous avez un actif qui est sans charge que vous n'aurez pas de problème. C'est pas parce que la température sera faible que vous n'aurez pas de problème. Pas du tout. Si votre isolation a déjà un problème, des cavités, des fissures à l'intérieur ou en surface, eh bien, pour peu que la tension soit supérieure à la limite de rigidité diélectrique, eh bien, vous risquez d'avoir un amorçage. Donc, la réponse était effectivement la tension et la rigidité diélectrique qui sont les facteurs déterminants de l'apparition d'une décharge partielle. Ce n'est pas uniquement les défauts seuls dans l'isolation. Il faut bien sûr une tension. Donc, nous passons à la suite. Donc, c'est un aperçu des éléments qui composent la solution de surveillance. Nous allons les présenter individuellement. Donc, nous avons d'un côté les capteurs pour chaque paramètre surveillé et de l'autre, les deux types d'unités de surveillance. En premier lieu, nous allons parler des capteurs de température que vous voyez ici. Donc, vous inquiétez pas, on va parler de chacun individuellement après. Alors, ces capteurs, ils sont basés sur une technologie d'onde acoustique de surface, qui est abrégée en anglais par l'acronyme SAW, S-A-W, ce qui a donné le nom de la société IntelliSAW dans le groupe Altanova. Et c'est un peu comme les radars sur les bateaux. Le radar envoie un signal de balise qui va à la rencontre de quelque chose de solide. Il revient et vous informe sur la taille et la distance de cet objet. On fait la même chose ici avec les radios, la radiofréquence. À la différence qu'on utilise des antennes qui vont à l'intérieur de l'enveloppe métallique avec les capteurs de température. Les capteurs de température sont passifs, ils fonctionnent sans alimentation. Ce qui active les résonateurs dans les capteurs, ce sont des oscillateurs de quartz IDT que vous voyez ici sur la gauche. Donc l'antenne qui est dans l'enveloppe métallique envoie l'onde radiofréquence au capteur de température.
Et si l'emplacement où le capteur est monté est froid, les lamelles vont se contracter, comme vous voyez ici, ce qui va faire revenir une fréquence plus élevée vers l'antenne que celle qui a été envoyée à l'origine. Et inversement, si l'emplacement où se trouve le capteur est chaud, les lamelles vont se dilater. La fréquence renvoyée vers l'antenne sera plus faible que celle envoyée à l'origine. Par exemple, voici notre antenne. Donc, on l'a sur la gauche, et ici, notre capteur de température. On n'a aucun câble entre deux. Ce qui va se passer, c'est que l'antenne, elle va envoyer un premier signal au capteur. Le capteur va lui renvoyer. L'antenne va le faire une deuxième fois et le capteur va à nouveau lui renvoyer. Donc, on connaît la fréquence à laquelle le signal est renvoyé. Et en fonction de la fréquence reçue sur les deux signaux, on obtient un différentiel. Donc, on a deux résonateurs dans le capteur qui vont réagir aux deux fréquences. Et la différence en fréquence du signal reçu va correspondre à notre température. Donc, on a une correspondance entre les fréquences et la température. Donc, ces capteurs de température sont passifs et ne requièrent aucune source d'alimentation. Ils sont activés par radiofréquence, comme on l'a vu, avec des bandes de fréquences qui leur sont propres, afin d'être sûr d'identifier l'emplacement exact où peut se produire le défaut. La plage de fonctionnement est bien évidemment élevée, de moins 25 à plus 155 degrés, pour répondre à ce pourquoi ils ont été conçus. Leur durée de vie est longue, supérieure à 20 ans, du fait de leur construction, qui utilise une technologie de résonateur de cristal de quartz, comme on vient de le voir précédemment, car l'objectif est de réaliser l'installation une seule fois et de ne plus s'en préoccuper. Il existe différents types de conception, de montage, selon l'emplacement où installer les capteurs. Il y a trois types. Le boulonnable sur connexion, en haut à gauche, ici. Un autre qui est un peu plus compact, qui va correspondre à d'autres types d'installations qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, encore plus petit pour des actifs basse tension. Tous ces capteurs sont conformes aux normes en vigueur de tension, de tenue de tension, de tenue en court-circuit, de normes de sécurité. Et ces capteurs sont prévus pour être montés directement sur les conducteurs sans entraver la sécurité ou le fonctionnement. Maintenant, si on en vient à une question pratique, comment puis-je savoir quel capteur utiliser? Eh bien, que vous soyez utilisateur final, représentant ou distributeur, on peut simplement décider pour vous. Nous avons pour cela des formulaires type très simples qu'il suffit de compléter pour que nous puissions valider les équipements qui conviennent le mieux. Il y a une partie où compléter les informations du ou des appareils à surveiller, une partie sur les paramètres. Est-ce que je souhaite surveiller la température, la décharge partielle, l'humidité, les trois, et une partie enfin sur la communication de données. Donc on verra les protocoles de communication. Enfin, on demande également un schéma de l'appareil à équiper ou à défaut des photos. Donc justement, nous avons ici les trois types de capteurs de température où l'on peut voir différents types de montage. À gauche, vous avez le capteur le plus commun qui est boulonné. Au centre, nous avons un capteur qui s'appelle le low profile, qui est plus compact et qui convient typiquement au bras de disjoncteur dans les cellules HTA. Et à droite, le close coupled, qui est conçu pour des applications basse tension. Donc nous décidons lequel convient à chaque projet spécifique sur la base des plans et du formulaire pré-rempli. Pour ce qui est des systèmes de montage, il y a plusieurs solutions. Vous avez des solutions qui sont boulonnées, avec des colliers de serrage, des clips, des systèmes thermorétractables, des rubans haute température, de la résine époxy. Là, on voit justement quelques exemples dans des TGBT avec des montages clipsés sur la gauche. On a des montages sur des câbles ici. Donc, dans tous les cas, on vous donne les instructions comment les monter pour chaque projet particulier. On a parlé des capteurs de température. Nous allons parler des antennes qui leur sont indissociables.
vous allez voir le nom de Air Interface tout au long de cette présentation. Nous utilisons le terme d'Air Interface simplement parce que le terme d'antenne porte à confusion dans certains pays. Donc, que je puisse dire par la suite antenne ou Air Interface, on parle de la même chose. Il existe là encore deux types d'antennes. La première, la noire, c'est une solution qui est 2 en 1, parce qu'elle permet de suivre, de mesurer la température, mais également les décharges partielles. Les décharges partielles, on le verra dans un deuxième temps. Ce capteur comprend donc l'antenne de température ainsi que le capteur haute fréquence pour la décharge partielle. Et cette solution convient pour les applications moyenne tension. Ce qu'on a dit en introduction, la décharge partielle, c'est un phénomène qui se produit sur des niveaux de tension supérieurs, grosso modo, à 3 kV. Donc maintenant, si on s'intéresse à la basse tension, ou même à la moyenne tension sans qu'il n'y ait de décharge partielle à suivre, il existe une deuxième antenne, la rouge, qui ne suit que la température. Donc chacune de ces antennes peut dialoguer avec 3 capteurs de température à la fois. Nous travaillons actuellement sur des multiplexeurs qui permettront dans le futur à étendre le dialogue à plus de 3 capteurs. Et c'est une solution qui sera possible probablement l'année prochaine, à la mi-2021. Alors, ces antennes, elles recueillent les informations en décharge partielle et en température. Elles doivent dialoguer avec une unité qui est capable de lire ces informations. Donc, ce sont des lecteurs, on va les voir juste après, et jusqu'à 4 air interfaces peuvent être raccordés à des lecteurs, soit un total de 12 par lecteur. Avant de passer à la suite, je vais vous poser un nouveau questionnaire. Donc, la question est la suivante. La technologie SAO utilise le principe des ondes progressives périodiques, électromagnétiques, acoustiques de surface. Donc, je vous laisse également une quinzaine de secondes. Je viens de vous partager les réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une onde progressive périodique serait valable pour un phénomène qui serait identique à lui-même au cours du temps de manière illimitée. Les ondes électromagnétiques sont des oscillations de champs électriques et magnétiques générées par des particules chargées. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais en réalité, ces ondes sont utilisées pour détecter les décharges partielles, mais pas dans la technologie SAO qui s'applique ici à la température. Donc, c'est encore une fois la réponse C. Donc, il y a quasiment 70% de réponses correctes, qui sont des ondes acoustiques de surface. Et ces ondes se propagent à la surface d'un matériau qui est généralement solide, avec une amplitude qui décroît. Nous avons parlé des capteurs de température. On va voir maintenant comment ces informations sont traitées. Il faut en premier pouvoir les lire pour intégrer ces données ensuite dans une interface homme-machine. Donc pour cela, il faut un lecteur. C'est le nom d'ailleurs de l'appareil, lecteur. Il s'agit d'un système esclave qui peut accepter jusqu'à 4 antennes, ce qui signifie qu'il peut également accepter jusqu'à 4 x 3, 12 capteurs de température, avec une distance qui doit être au moins moins de 1,75 m du lecteur. En plus de cela, le lecteur peut prendre jusqu'à 8 capteurs d'humidité. On verra tout à l'heure, ce sont des solutions filaires. Le lecteur va donc lire les données brutes de température, d'humidité et de décharge partielle, mais il ne les stockera pas, il n'a pas de mémoire interne et il ne va pas non plus les analyser. Il doit donc transférer les informations à une interface homme-machine pour pouvoir stocker, afficher, analyser les données et déclencher des avertissements ou des alarmes. Pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, ce serait d'intégrer ces informations dans un SCADA qui dispose de ses propres alarmes et de ses propres fonctions d'affichage. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est encore plus simple, c'est d'utiliser une interface homme-machine spécialement conçue pour le suivi de ces 3 paramètres que sont la température, la décharge partielle et l'humidité.
Et cet IHM s'appelle dans cette solution le CAM5. Donc le voici. Le CAM5, c'est un système plug and play qui rend la solution opérationnelle tout de suite. Donc en installant ça, vous pouvez recueillir toutes les informations et avoir une idée précise sur l'état de l'actif surveillé. Je continue encore avec quelques mots sur le lecteur. Le lecteur utilise un protocole de communication en mode bus RTU. Donc ce sont des câbles qui ont l'avantage de pouvoir être déroulés sur une grande distance pour être accordés soit au CAM5 ou bien à un SCADA. On en vient maintenant au CAM5. Le CAM5, on l'a dit, il s'agit d'une IHM spécialement conçue pour la surveillance de la température, des décharges partielles et de l'humidité dans les actifs HTA et BT. Il stocke les données dans une mémoire USB de 102 gigaoctets, ce qui représente grosso modo 6 mois à 3 ans d'historique selon le nombre de capteurs installés quand la mémoire est pleine, mais les données les plus anciennes seront remplacées par les nouvelles, ce qui va assurer la continuité sur les derniers mois et les dernières années. Également, ce CAM5, il va traiter les valeurs lues par le lecteur. Il va afficher ces valeurs ainsi que les graphiques en fonction du temps pour que ce soit visuel. Il va inclure des alarmes, on le voit ici. On a jusqu'à 6 contacts secs configurables. On va dire qu'il y a 3 cas de figure, étant donné la variété de nos clients qui vont des plus grandes industries, institutions financières, à de très petites installations dans le tertiaire ou l'industrie. Le premier cas, c'est celui de l'exploitant qui dispose d'un réseau informatique et de fonctions d'alarme. Dans un tel cas, ils veulent juste l'affichage de l'écran IHM pour que leurs opérateurs passent à côté et contrôlent visuellement que tous les paramètres de température, décharge partielle, humidité ne présentent pas d'anomalie. Parce qu'en réalité, ils ont un système SCADA avec des alarmes automatiquement générées dans leur propre système SCADA. Le deuxième cas, c'est celui d'exploitants qui ont un réseau informatique, mais qui n'ont pas de fonction d'alarme. Donc, dans ce cas, la solution est parfaite parce qu'on leur donne la possibilité d'avoir des alarmes et de pouvoir les générer et les remonter. Le troisième cas, c'est celui d'exploitants qui n'ont ni réseau informatique, ni fonction d'alarme. Et quand bien même ils ne veulent pas installer de routeur pour faire transiter les paquets de données, le CAM5 est aussi prévu pour faire face à ce type de situation, puisqu'il dispose d'une mémoire interne. Donc tous les fichiers sont exportables en USB sur format CSV, lisible sur Excel. Le CAM5 est aussi prévu pour pouvoir communiquer facilement avec une multitude de protocoles de communication, du Modbus TCP, du DNP3, la CEI 61850 ou encore l'OPC UA. Mais ce n'est pas limité. Si vous avez un protocole particulier, n'hésitez pas à nous informer, on est capable de s'adapter à d'autres types de protocoles. Enfin, le CAM5 peut être raccordé avec 9 autres lecteurs. Parce que si vous avez un système avec de nombreux capteurs, ça peut vous revenir cher en CAM5. Le CAM5, c'est un petit ordinateur finalement. Ça va coûter plus cher qu'un simple lecteur. Donc c'est pourquoi un seul CAM5 suffit pour l'interface homme-machine de 10 lecteurs. C'est-à-dire, je ne l'ai pas dit, mais vous avez un lecteur qui est déjà intégré dans le CAM5. Et en plus de ce lecteur, vous pouvez en raccorder 9 autres. Et le CAM5 fera l'interface pour l'ensemble de ces 10 lecteurs. Donc, pour ce qui est maintenant des notifications et de la télésurveillance, vous pouvez utiliser des mails. Donc, c'est la solution standard qui est très simple, une préconfiguration rapide, et ça vous envoie en format HTML des captures d'écran. On peut inclure autant de destinataires que vous désirez. Vous avez des notifications par SMS, donc ça c'est une option. Dans ce cas-là, il faut pouvoir associer un modem. Et enfin, toutes les données sont également ouvertes à tout système SCADA. Donc, dans le groupe Altanova, nous avons un SCADA, le T-SCADA, développé par une autre filiale du groupe, Techimp, mais ça peut être ouvert à tout type d'autres SCADA. Ce n'est pas uniquement le nôtre. Donc, en résumé, que l'on parle du CAM5 ou du lecteur, vous avez ici la configuration maximale du nombre de capteurs et d'antennes qui peut leur être raccordé. Donc, vous avez jusqu'à 12 capteurs de température. Vous avez 4 antennes, les air interfaces, qui sont raccordées eux-mêmes, soit au CAM5, qui est lui-même un lecteur, ou
à un lecteur, plus les capteurs d'humidité. Donc, les capteurs d'humidité sont connectés en série. Ici, ce sont des câbles coaxiaux qui vont être utilisés. Et pour les capteurs de température, encore une fois, ce sont des solutions par onde acoustique, donc sans fil. Un CAM5 peut être connecté jusqu'à 9 autres lecteurs, donc ce qui fait un total de 10 lecteurs. Encore une fois, perdons pas de vue que le CAM5 contient lui-même un lecteur. Chaque lecteur a 4 entrées ou connecté jusqu'à 4 antennes, on vient de le voir. La plupart du temps, nous concevons l'architecture clé en main pour les utilisateurs finaux. Prenons l'exemple d'un tableau moyenne tension, pour lequel il est demandé de surveiller la température et la décharge partielle. Dans la majorité des cas, nous prévoyons des capteurs dans les compartiments du disjoncteur et des têtes de câble, ce qui fait 6 capteurs de température. En théorie, nous avons jusqu'à 9 lecteurs plus le CAM5, ce qui fait un total maximal de 10 lecteurs. Donc, c'est ce que vous voyez sur la branche ici. Comme un lecteur suffit pour 2 cellules, eh bien, avec 9 lecteurs plus un CAM5 sur toute la branche, on est capable de surveiller un total de 20 cellules. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et l'ensemble de ces CAM5 peuvent être bien sûr associés ensemble pour être redirigés vers un SCADA dans des systèmes de surveillance à grande échelle. On va parler maintenant de décharge partielle. Quand une décharge partielle se produit, une onde électromagnétique se propage. Ce n'est pas comme mesurer une température ou l'humidité, car on ne mesure pas une valeur particulière, on mesure des ondes, une multitude d'ondes, des signaux. Et par un traitement complet, le CAM5 donne une valeur de référence qui pourrait être comparée aux valeurs qui suivent. C'est ce qui est représenté ici. Donc là, vous avez, c'est très schématique, hein, vous avez la tension, le signal en tension du réseau. N'oubliez pas que c'est la tension qui va générer la décharge partielle. Et ici, vous avez des signaux, des impulsions de décharge partielle qui sont déphasés par rapport à la tension. Donc, une multitude de signaux, sauf que donner ce message brut, c'est relativement complexe. Et il faut rendre les choses simples, car l'objectif, c'est de pouvoir être capable de faire un suivi. C'est pourquoi vous avez un traitement du signal, un algorithme qui permet au final de n'avoir plus qu'une courbe. Et cette courbe, ce n'est pas une valeur qu'on va analyser, parce que chaque actif présentera une valeur de défaut qui sera différente. Ce qu'on considère, c'est la tendance. Si on a une tendance stable, eh bien, on n'a pas de problème. C'est dès lors que cette courbe va décrocher et arriver à une pente qui petit à petit va être exponentielle, que l'on aura un problème et que là, il faudra agir. Donc, ce type de solution, c'est une solution continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions d'opération et d'environnement. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de courant que vous n'aurez pas de défaut. Tant que la tension est présente, la décharge partielle sera également présente. C'est un système d'haute sécurité. On est sur des mesures en ultra haute fréquence. Ça ne nécessite pas de connexion directe au conducteur. C'est une solution qui est également sans maintenance. Donc, vous n'avez pas de capteur, vous n'avez pas de composants actifs dans les capteurs. Et enfin, c'est idéal pour l'évaluation de la tendance, parce qu'on utilise une valeur relative de comparaison qui permet d'établir des courbes de tendance dans un historique et un SCADA pour des analyses. Vous avez ici des exemples d'installations de surveillance de décharge partielle seule, dans le cas présent. Donc, c'est des systèmes qui sont magnétiques, ou ici, de décharge partielle et de température. Donc là, on voit les capteurs de température sur l'image. Un autre exemple, donc nous avons ici les câbles entrant dans le poste. Ce n'est pas bien visible sur la photo, on vous l'a encadré en jaune, mais il y a un capteur de température sur chaque phase. Ici, vous avez l'antenne qui recueille les signaux de température et de décharge partielle, qui à son tour retourne les informations au CAM5, comme on vient de le voir tout à l'heure. Dans ce poste, ils ont installé le CAM5 sur un rail DIN. Vous pouvez placer le CAM5 où vous le souhaitez. On n'en a pas parlé encore, mais vous pouvez le placer où vous désirez. Cela dépend de vous ou de l'utilisateur final. On peut le placer dans un compartiment basse tension, sur un rail DIN ou d'autres supports dans des coffrets. Et quel que soit votre besoin,
il sera possible de trouver une solution pour son installation. Une fois que l'installation sera remise en service, des mesures vont être relevées automatiquement. Et si jamais il y a des décharges partielles, vous allez recevoir une première alarme. À la différence de la température et de l'humidité, quand on a un problème sur la température ou l'humidité, c'est direct. On sait qu'il y a un problème et qu'il faut agir. D'accord? Ici, non. Ici, c'est la tendance qui est importante. Un phénomène peut rester stable pendant des années. Un vrai signal d'alerte sera quand la tendance commencera à augmenter de manière significative jusqu'à devenir exponentielle. Le système ne pourra pas vous dire quel est l'isolant incriminé. Pour ce qui est des capteurs de température, on a dit, c'est immédiat. Hein. Donc, pour la décharge partielle, c'est plus complexe. C'est pourquoi, si jamais vous utilisez un jour ce type de système, nous pouvons vous donner quelques recommandations, telles que, en premier, vous recevez une alerte de phénomène de décharge partielle. Donc, on ne s'inquiète pas. La première action à avoir, c'est qu'il faut suivre la tendance. Les décharges partielles peuvent avoir une courbe d'évolution qui peut prendre des mois avant l'amorçage, voire des années. Donc, tant que la tendance n'empire pas, le système n'amorcera pas. Deuxièmement, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos résultats afin que nous puissions vous donner des conseils. Et enfin, si la tendance empire ou si vous désirez connaître plus précisément le type de problème, vous pouvez consulter notre branche service qui dispose d'outils d'acquisition perfectionnés. Donc, c'est une autre filiale qui s'appelle TechImp et qui a des outils qui permettent d'identifier et même de localiser, quand c'est possible, le type de défaut. Et ça se fait même souvent sous tension. On n'a pas besoin de consigner ces installations pour pouvoir faire la mesure. Le niveau de ce type d'analyse permet de connaître le type de défaut. Est-ce interne à un isolant? Donc, ce sont les défauts les plus dommageables. Est-ce en surface à un isolant? Ce sont des défauts qui sont visibles. Ou est-ce que ce sont des défauts qui sont extérieurs à l'isolant? Par exemple, qui sont dus à des décharges partielles de type Corona. Dans ce cas-ci, c'est rarement dangereux à moyen terme. Donc, comme je le dis, ce type de service, ça peut être réalisé dans la plupart des cas sous tension. De manière générale, avant de faire une inspection visuelle, parce que vous avez reçu une alerte de décharge partielle, nous vous recommandons de nous contacter ou bien de contacter le représentant ou le distributeur avec qui vous êtes en contact pour avoir un conseil. On en vient à l'humidité. La contamination par l'humidité et la moisissure sur la surface de l'isolation endommagent l'isolation à long terme et entraînent la corrosion des métaux, ce qui peut provoquer l'élévation de température, des décharges partielles de surface en particulier, des courts-circuits et voire un embrasement. Donc, ce type de capteur mesure le taux d'humidité, mais pas seulement, ça mesure également la température ambiante. Une application idéale pour ce type de système-là, ce sont les gaines à barre. Ce n'est pas toujours forcément très accessible d'arriver jusqu'au clapet et pouvoir faire des contrôles. Ici, vous les installez et vous avez un contrôle en continu de ce qui peut se passer dans la gaine à barre. Par rapport à un lecteur, vous pouvez mettre jusqu'à 8 capteurs en série. Encore une fois, ce sont des conceptions qui sont robustes pour pouvoir durer plus de 20 ans. On arrive ici à un exemple d'installation dans une cellule moyenne tension. Donc, les cellules moyenne tension sont au cœur de ce type d'application, de système de surveillance. Donc là, on a un exemple de configuration maximale avec 12 capteurs. Donc là, vous les voyez. Vous avez 3 capteurs au niveau des connexions du jeu de barre. Vous avez 3 capteurs au niveau du bras disjoncteur amont. Et vous avez 3 capteurs au niveau du bras disjoncteur aval. Et enfin, au niveau des connexions des câbles. Ces capteurs vont communiquer avec des antennes, des aires d'interface. Dans le caisson supérieur du jeu de barre, vous en avez 2, puisqu'on a 2 x 3 capteurs. Et dans le caisson inférieur du compartiment de câble, on en a encore 2. On pourrait mettre, alors là, ce sont des antennes décharge partielle température, donc on a une redondance au niveau de la décharge partielle. Plus un capteur d'humidité. Le capteur d'humidité, typique, qui est situé dans le compartiment des câbles. Et enfin, l'unité de surveillance CAM. Donc là, c'est une installation typique pour une cellule moyenne tension, même si, encore une fois, 6 capteurs, dans la plupart des cas, vont suffire pour ce qui est de la température. Je vais vous proposer une dernière question
que je lance tout de suite. Quel système intègre une IHM? Le lecteur et le CAM5, ou bien le CAM5. Donc, je vais vous donner encore une dizaine de secondes. La réponse, c'est uniquement le CAM5. Le lecteur est uniquement employé pour la lecture des données. Mais en soi, ce n'est pas une interface homme-machine. Seulement le CAM5 est capable, via un écran tactile, de pouvoir afficher les valeurs et les graphiques des valeurs de température, des charges partielles et humidité. Simplement pour vous montrer que ce type de solution est utilisé par de nombreux fabricants, beaucoup de fabricants de cellules, mais pas seulement, des transformateurs et autres, qui ont qualifié ce type de système pour leurs propres projets. Donc en conclusion et en résumé de ce type de solution, on a vu que température, décharge partielle et humidité, ce sont les facteurs critiques qui sont à la fois des marqueurs de dégradation de vos actifs, mais également qui concourent à la dégradation de vos systèmes. Donc, en pouvant suivre les trois, ça va dépendre des applications, mais le système est fait pour pouvoir suivre jusqu'à ces trois paramètres. Vous pouvez réaliser une maintenance conditionnelle, l'installer et suivre à distance ce qui va se passer. Vous allez sur les problèmes et pouvoir organiser derrière, quand cela est nécessaire, une maintenance localisée et précise sur le type d'action à réaliser. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute tout au long de ce webinaire et j'espère vous retrouver prochainement sur d'autres webinaires.